Bene, buongiorno a tutti, ce l'abbiamo fatta. Bonjour à tous, il y avait quelques problèmes techniques. S'il y a un thème fascinant, mystérieux, simple, mais en même temps qu'on ne peut pas terminer, est le thème du langage humain. Parce que est l'expérience de base de notre humanité, de pouvoir nous exprimer avec le langage, la parole. On l'utilise tous les jours, je l'utilise moi maintenant. Et du point de vue de la recherche scientifique, un problème très profond est comprendre la nature du langage. Seulement aujourd'hui, on arrive en quelque sorte à comprendre certains éléments, mais il y a encore beaucoup de choses que l'on ne comprend pas. Il s'agit d'un sujet qu'on a déjà affronté au meeting. On a voulu le réaffronter parce que nous allons voir qu'il est étroitement lié au thème du meeting. Nous nous rendons compte que le langage semble être est une prérogative de l'homme, de notre humanité, mais nous nous rendons compte aussi que certains animaux, en quelque sorte, en quelques mesures très rudimentales, communiquent entre eux. Aujourd'hui, les machines même ont leur langage. Bien sûr, ils ont un langage. On parle de langage différent par rapport à ce que nous utilisons pour communiquer avec les machines. Quand nous communiquons avec les machines, elles nous répondent en quelque sorte. Mais avec quel sens? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des machines qui spontanément tendent à communiquer entre elles. Mais alors, qu'est-ce que le langage humain? Est-il seulement une version plus étendue, plus sophistiquée par le rapport animal, par rapport au langage animal? Ou est-il juste une variante par rapport à la communication entre machines? Ou est-ce que dans le langage de l'homme, on voit un bon communicatif par rapport au reste du panorama? Le langage est juste une façon de communiquer ou est-il lié à la possibilité de penser, avec notre capacité à reconnaître et à chercher le sens des choses? Jusqu'à quel point la recherche scientifique avec sa méthode pourra affronter en profondeur la réponse à ces questions et à quel point nous nous trouvons maintenant du point de vue de la recherche scientifique. Pour nous guider au cœur de ces interrogations, nous avons avec nous deux chercheurs italiens qui sont pourtant des chercheurs célèbres à niveau international, Andrea Moro et Giorgio Vallortigara. Nous les remercions d'être avec nous aujourd'hui. Andrea Moro est professeur de linguistique générale à l'école universitaire IUS de Pavie, qui récemment a été fédérée avec l'école normale de Pise et avec l'école Sainte-Anne. Il étudie la structure du langage humain et le cerveau. Il a été visiting scientist à MIT de Boston et à Harvard University. Il a fondé le département de sciences cognitives de la Fondation San Raffaele à Milan et président de la faculté des sciences cognitives. Il a étudié le verbe être,
qui est son poids fort. Il a étudié le verbe être et il a découvert des structures symétriques dans les langues humaines. Il va nous raconter un peu de ça. Et en utilisant les grammatiques artificielles, il a fourni des épreuves expérimentales pour le fait que les règles du langage sont guidées par la structure du cerveau. Donc, comme on disait, la structure du cerveau liée au langage. Il a publié beaucoup d'articles dans les revues scientifiques les plus importantes. Il n'est pas seulement un grand chercheur, mais il a aussi écrit beaucoup de livres de vulgarisation. Par exemple, Confini di Babele, Les frontières de Babel. Je parle, donc je suis. Une brève histoire du verbe être et les langues impossibles. Et je vous confie aussi un secret. Il m'a donné la permission. Il a écrit un polar qui va être publié bientôt. Je crois qu'il sera très intéressant. Andrea est déjà connu parmi beaucoup d'entre nous. Il est un ami du meeting depuis des années. On doit le remercier pour avoir affronté ce thème au meeting. Il est déjà venu ici au meeting, notamment il y a 2 ans avec Noam Chomsky. Giorgio Vallortigara est professeur de neurosciences à un centre sur les sciences du cerveau à l'Université de Trento. Il est aussi professeur à la Biological and Biomolecular University en Australie et est un expert de cognition animale et des bases neuronales. Il a donné des contributions très importantes à l'étude de l'asymétrie du cerveau, de la cognition de l'espace, des objets et du nombre, des numéros dans les animaux. Nous allons voir après des exemples concrets de cela qui nous permettront de réfléchir et de comprendre de plus près ce thème. Ces articles ont été publiés par les revues scientifiques plus importantes. Il est membre de beaucoup d'associations scientifiques. Il a reçu beaucoup de prix. Le plus récent de l'an dernier, Laurea honoris causa à l'université de Ruhr en Allemagne. Et à côté de sa recherche scientifique, il a une collaboration avec beaucoup de revues et des quotidiens italiens. Il est auteur de différents livres, comme parmi les plus récents, La mente che scodinzola et Cerveau qui compte, équivoque entre nous les animaux. Je commence par laisser la parole à Andrea Moro. Merci Marco, merci pour votre présence. Tout d'abord, je me permets de commencer cette rencontre scientifique avec une remarque appartenant davantage à la tradition littéraire. Lorsqu'un auteur veut que quelque chose d'inhabituel puisse arriver à son protagoniste, bon, alors on lui fait arriver un héritage. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'héritage en tant qu'élément est prototypique? Il est gratuit, il n'est pas mérité, il est gratuit et change le destin de la personne. Or, si nous regardons cette propriété, donc inattendue, non méritée, gratuit, qui change le destin, alors on dirait que notre vie est un héritage, est complètement un héritage. Mais souvent, on ne se rend pas compte de cela, hein, parce qu'on est là anesthésié dans tout ce qui nous entoure. Alors voilà, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est l'occasion que la vie nous donne pour comprendre véritablement dans quel sens nous nous trouvons dans la condition de devoir regagner quelque chose que nous avons reçu en héritage. Et cette occasion nous rend quelque part des protagonistes par la force des choses. Nous ne pouvons nous soustraire à cela. L'événement auquel nous faisons référence, c'est que nous, les êtres humains, nous naissons sans connaître de langue. On part de zéro.
Nous avons quelques années à notre disposition pour sortir de l'enfance. Hein. Magnifique ce terme, c'est-à-dire enfance, incapacité de parler. Puis après, on en apprend une, voire deux dans des contextes bilingues. Donc, l'apprentissage du langage, quelque part, c'est une expérience prototypique au sein duquel nous nous trouvons à devoir retrouver, regagner quelque chose dont nous avons hérité. Bien sûr, le fait de parler d'un langage, c'est pour un physicien parler du monde. Il faut choisir nécessairement une perspective. On ne peut pas parler de tout n'importe quoi, sinon, ce ne serait pas des sciences. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cas des langages? On choisit une des propriétés du langage et on le fait devenir une sorte de phénomène guide pour comprendre la structure et la nécessité de notre expérience. Le phénomène que moi, j'ai voulu mettre en exergue au sein de ce débat aujourd'hui avec vous, c'est donc cette capacité extraordinaire que nous avons, nous, les êtres humains, de recombiner des éléments finis d'une façon infinie, de manière infinie. Il y a beaucoup de niveaux. Cela arrive à beaucoup de niveaux. Par exemple, les Italiens ont à peu près 27-28 sons qui comprimés, voilà, correspondent aux 21 lettres de l'alphabet que nous mettons ensemble pour former des paroles, tout d'abord, des mots d'abord. Et au niveau quantitatif, il est très intéressant de voir ce qui en résulte. Alors voilà, dans le cas d'un mot comme par exemple, il soutenait. En italien, c'est différent, c'est sostenevano, 11 lettres. Imaginez qu'avec 11 lettres en italien, vous pouvez avoir 18 millions de milliards de possibilités. Donc, nous sommes capables d'en choisir une et voilà, d'en faire un élément pour communiquer. En réalité, l'empreinte digitale de l'esprit humain se révèle dans le langage justement dans sa capacité de générer une signification infinie en recombinant les éléments et de préférence, non pas vraiment en recomposant, en mettant ensemble les lettres, mais les mots. Je porte un exemple tout de suite. Imaginons d'avoir un micro-dictionnaire avec 3 mots uniquement. Comme par exemple, Abel, Cain, et il tua. 2 phrases, nous les Italiens, on fait avec tout ça. Cain tua Abel et Abel tua Cain. L'ordre est différent. Mais cet ordre génère 2 sens différents. Nous, les êtres humains, nous sommes les seuls êtres vivants qui, en recombinant les mêmes éléments et les mêmes mots, peuvent générer des significations nouvelles. Ce n'est pas une découverte nouvelle. Le fait que la syntaxe, notamment la capacité de recombiner les mots pour générer des phrases, soit un fait humain, uniquement humain, même Descartes le savait très bien. Et il l'écrit justement dans la méthode, discours sur la méthode. C'est-à-dire personne n'est incapable de disposer, mettre ensemble des mots et composer un discours pour exprimer une pensée. Et il n'y a pas d'autre animal aussi parfait ou alors mis dans une condition aussi favorable pour faire quelque chose de ce genre. Alors moi, là, je suis d'un tournant. D'un côté, le langage humain, de l'autre, le langage animal. Et c'est pour cela que cette rencontre est partagée en 2 parties, les 2 perspectives. Donc, sur les animaux, je ne vais rien rajouter, sinon pas que je voudrais vous dire d'une expérience qu'une amie très chère à moi a faite. Voilà, elle est canadienne d'origine, une expérience dans les années 70 conduite à l'Université de Colombie pour les langages des signes appris à un singe. Et ce petit singe apprenait donc des mots comme les enfants le font, jusqu'à 108 mots. Il a pris, mais lorsqu'il s'agissait de les mettre dans l'ordre sur base de leur signification pour composer des phrases, il n'y en avait pas une qui changeait de signification telle que je vous l'avais dit. Donc, imaginons de suivre à l'intérieur du langage cette capacité de recombinaison des mots comme ligne directrice pour comprendre ce que c'est que cet objet mystérieux et que nous utilisons en ce moment entre nous. Et voilà, là aussi un exemple, parce que j'ai toujours eu le sentiment que dans les présentations au grand public, il faut donner des idées concrètes de ce qu'on dit, parce que faire uniquement des allusions, ça n'a pas porteur. Voilà, alors maintenant, imaginons une phrase. Hugo court, nous avons un prénom et un verbe. On dirait donc qu'on a
une phrase déjà. Les deux mots sont très ensemble, très unis, ils forment une phrase déjà. Nous pouvons également dire Hugo que Ada connaît court. Donc nous avons construit une autre phrase, nous l'avons immergée au sein de la première. Mais on ne s'arrête pas là. Nous pouvons également dire Hugo que Pietro dit que Ada connaît court. Hugo que Isa sait que Pierre dit qu'Ada connaît court et on peut encore aller de l'avant. Hugo, que Péo soutient que Isa sait que Pierre dit qu'Ada connaît court. Personne en amitié ne dira ça parce que on va perdre des amis si on parle comme ça. N'invitez jamais un linguiste dîner parce que sinon vraiment on s'en sort pas. Mais bon, en prenant deux mots, que sais-je, X et Y, nous pouvons insérer beaucoup de matériel de la même qualité de ce contexte. Dans la formule que vous avez ici derrière moi, vous avez le cœur de toute langue humaine, la capacité de prendre une structure et de la mettre dans une structure du même type. Vous comprendrez donc qu'au moment où nous adoptons cela, c'est-à-dire que X et Y sont dans des conditions de s'ajuster, donc Hugo va très bien avec court, et on peut étendre tout cela. Alors ça veut dire qu'en théorie, étant donné que notre mémoire est infinie, nous pouvons composer une phrase infinie. Nous avons des limites de mémoire, mais le cœur de nos grammaires génère justement cette production à l'infini. Je le dis en sourdine, hein, j'ouvre une toute petite fenêtre dans ce discours. Il y a aussi d'autres domaines cognitifs. J'imagine que vous aussi, vous avez envie de faire la comparaison. Les mathématiques et la musique. Je pense qu'au Moyen-Âge, l'esprit humain était mieux connu parce que grammaire, mathématiques et musique sont trois catégories cognitives au sein desquelles nous les humains, nous pouvons remanipuler les éléments donnés pour donner vie à des constructions infinies. Mais qu'est-ce qu'on tire de cet élément de ce type? Mais bon, là, je peux avoir des prénoms plutôt que des substantifs. Je peux dire la sœur de Jean, le cousin de Jean, le cousin de la sœur de Jean, et ainsi de suite. Alors, nous obtenons le principe fondamental de la syntaxe des langues humaines, c'est-à-dire le principe suivant lequel aucune règle de langue humaine ne peut se baser sur la position d'un mot dans une séquence. Pourquoi? C'est évident. Étant donné que moi, je peux élargir ma structure en intégrant du matériel ultérieur, il serait débile de faire une règle qui dit, voilà, change la première à la septième, parce que je peux toujours mettre à l'intérieur quelque chose qui va rallonger cette phrase. Donc, aucune règle ne se base sur un principe de ce type. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un scientifique trouve une règle qui décrit un fait du monde? Immédiatement, le principe, à ce moment-là, de la syntaxe nous donne également les instructions pour construire une règle linguistique impossible. C'est ce qui arrive finalement. Par exemple, quand vous réalisez ça parmi toutes les images que j'ai regardées, là, je ne comprends pas où le D a été mis s'est combiné avec les autres. Alors, voyons comment créer une règle impossible. Voilà la première règle. Piero lit des livres. Puis nous avons de Pierre ne lit pas de livres. Imaginons un martien qui arrive sur la planète et dit « Ah, j'ai compris comment les terrestres font de la négation. » On met comme deuxième mot « non ». Et alors nous on se met à rire parce que en réalité, si moi je dis mon frère lit des livres, je ne peux pas dire mon non-frère lit des livres parce que alors à la deuxième place ne sera plus à la deuxième place, mais bien à la troisième, ce qui est différent. Mais nous avons cette règle-là à considérer. À ce moment-là, nous arrivons à la découverte, non pas que des règles impossibles, mais également à la découverte la plus importante du XXe siècle d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire que non pas toutes les règles concevables sont possibles dans les langues du monde. Babel existe, mais quelque part a des limites, a des frontières. C'est vrai que les langues peuvent aussi ne pas être compréhensibles les unes avec les autres, mais ne peuvent pas comme ça changer à souhait. Et toutes les fois que moi, dans la réalité, je trouve une restriction, automatiquement, c'est une question qui en dérive.
Nous sommes habitués, en effet, à penser que les sciences concernent uniquement ce qui est visible, ce qu'il y a. Un slogan très intéressant de Perrin, prix Nobel de la physique, nous dit que les sciences doivent effectivement remettre tout dans quelque chose de visible. L'absence, c'est ça qui doit être expliqué aux sciences. Alors, quelle est l'absence qui reprend notre défi? Eh bien, c'est de demander d'où viennent, d'où sortent les confins de Babel, des langues. Donc, le fait de ne pas avoir des règles fixes de ce type, d'où viennent-ils, quelles sont les conséquences? Il faut également répondre à ces questions, ce qui est fondamental pour comprendre l'héritage linguistique. Au fond, un héritage auquel, quelque part, nous pouvons nous racheter, ou alors on peut faire différemment les choses et comment? Vous comprendrez que un point de ce type a un enjeu important devant soi, hein. Donc, voilà, il s'agit de faire un pas en avant par rapport à l'évolution de l'être humain par rapport aux autres êtres vivants. Il y a bien sûr aussi des tentatives qui ont échoué, 5 allusions qui n'ont mené à rien, pas des petites bêtises, ce sont des chemins qui quelque part méritaient véritablement et vraisemblablement d'être explorés, mais là, finalement, les résultats ont fait comprendre que les chemins envisagés ne sont pas ceux à quoi nous devons faire référence. Je vais je vais les énumérer, et puis nous avons pensé à laisser l'espace aussi à l'exposition et d'ailleurs, cela on va continuer également dans le cadre de cette exposition. Alors, les règles de la syntaxe sont quelque part déductibles à partir des significations. Alors, en réalité, cela semble raisonnable, mais ça a été une illusion, l'illusion du geste. Voilà, donc quelqu'un a bien pensé que, étant donné que quand nous parlons, on gesticule pas mal, mais c'est pas vrai, c'est seulement uniquement les Italiens qui gesticulent. Regardez par exemple, il y a des films avec Trump qu'on dirait qu'il joue de l'accordéon. Je ne sais pas si ça on peut le dire ou pas, mais je le dis quand même parce que de toute façon on est là. Et c'est très amusant, tout le monde gesticule. Ben alors quelqu'un a eu l'idée de le fait que nous gesticulons pouvait être à l'origine de l'évolution du langage, que le langage donc soit une évolution d'une certaine émancipation du geste. Dans ce cas-ci, également, il s'agit d'une illusion. Et puis, il y a le musée de la machine. Bon, donc l'idée que l'assimilation soit la façon pour comprendre la fonction. Donc, par exemple, je me demande ici à la calculatrice de faire voilà, je demande de faire un cerveau comme si, voilà, elle avait le même pouvoir que mon cerveau pouvait avoir. Et puis, l'illusion du génie inverse. Alors, c'est-à-dire comprendre une structure à partir de sa fonction. Là aussi, non, pas de chance. Et puis encore l'illusion de l'histoire, que tout puisse s'expliquer tout simplement comme un enchaînement de faits historiques. Or, moi, j'avais dit que je ne voulais pas traiter tous ces éléments ensemble maintenant, mais je ne veux pas non plus renoncer à la possibilité de faire référence à deux d'entre eux, donc la signification à la machine. Et pour faire cela, voilà, j'ai bien mis un fond rouge, comme on dirait bien, la tentation du diable. C'est le chemin infernal pour voir comment la syntaxe fonctionne. Voilà, pour cela faire, je voudrais partager avec vous, et de façon expérimentale, avec vous quelque chose. Moi, je vous donne une phrase, par exemple. Ils veulent sentir cette infirmière avant de contacter ce primaire-là. Alors, est-ce que vous pouvez faire l'interrogation et la question doit mettre l'accent sur l'infirmière. Donc, quelle infirmière veulent-ils entendre avant de contacter, d'entrer en contact avec le primaire? Alors, même chose, mais en mettant en exergue le primaire. Alors, regardez ce qu'on aura. Quelle primaire veulent-ils entendre cette infirmière? Donc, l'infirmière est singulier, mais le verbe est au pluriel avant de rentrer en contact. Alors, imaginez comprendre pourquoi la troisième phrase est dépourvue de sens grammatical est très difficile. Ce n'est pas une question
lié à la nature du verbe contacter parce que finalement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas quelque chose sur l'infini, le verbe en l'infini. Bref, nous comprenons deux choses. Tout d'abord, qu'il y a des erreurs que nous ne comprenons pas. Deuxièmement, et ce qui est le plus important, aucun enfant ne commet une erreur de la sorte lorsqu'il approche sa propre grammaire, comme s'il y a quelque chose dans lui qui lui fasse exclure des structures de ce type. Un autre cas expérimental important dans le dans le cadre de mon expérience à Saint-Raphaël et avec M. Cap Peranimi, bon, il y avait vraiment toute une équipe s'adonnant à ça. Bon, consistait cet exercice à utiliser des mots sans signification. Cela est possible. Il y a en plus une plus grande symétrie avec ce qui n'est pas choisi. Mais ça, c'est Giorgio qui va approfondir et là, mais je voudrais partager avec vous cette expérience dans l'espoir que personne maintenant n'entre, parce que sinon, alors, il commence à lire une phrase incompréhensible. Votre cerveau a une onde qui va scanner tous les mots de votre dictionnaire et découvre que ces mots-là sont très difficiles et on ne connaît pas la signification. Peut-être que vous pensez que c'est le dialecte ou que sais-je. Donc, à l'écran, vous voyez une phrase composée de termes, de mots incompréhensibles. D'ailleurs, il a dit l'orateur, je voulais mettre en difficulté les traducteurs simultanés et il nous rassure également de par le fait que, effectivement, c'est impossible à traduire. Alors voilà, des mots incompréhensibles. Si moi, je vous ai dit que je vais mettre ça au pluriel. Voilà, il met tout simplement tout cela au pluriel. Donc, si vous voulez mettre l'accent sur le complément objet, donc construire une phrase passive, vous diriez alors que, voilà, le dernier élément subit l'action du sujet de la première phrase. Tout cela pour dire que même dans l'absence totale de signification, il y a quand même la capacité de manipuler les mots d'une séquence avec une cohérence syntaxique. Et puis la question de la machine est une question très intéressante. Il y a des tentatives. Donc, attendez. Alors, je cherchais à faire parler la machine. C'est très utile. Par exemple, le call center, par exemple. Voilà, aussi à l'autoroute, voyez, au guichet qui nous dit quelque chose. La machine te parle. Je dis que d'un côté, il y a un travail qu'on demande à la machine de faire qui simule ce que l'homme ne veut pas faire. De l'autre côté, c'est comprendre comment l'homme fonctionne. J'ai écouté 25 millions de mots dans les 5 premières années de vie. Ainsi, on a appris sa propre langue maternelle. Donc, c'est un petit peu ça l'ordre des choses. Il y a une expérience en cours et des publications afférentes qu'on voit qu'une machine, même si elle déplace à 30 milliards de mots, n'arrive pas à converger un fragment de la grammaire vers lequel un enfant arrive. Et le type de stimulation dont un être humain a besoin est beaucoup plus petit que celui d'une machine pour en arriver à la construction d'une grammaire. Bien entendu, le fait qu'une machine puisse s'exprimer n'est pas innocent d'un point de vue philosophique et d'un point de vue de l'observation de la nature de l'homme. Moi, je voudrais en ce cas-là faire parler à un témoin des années 50 à Boston, les années où Chomsky se formait. Donc, on le fait parler. Et puis, il y avait Barilel, un Israélien, qui assistait à cette tentative d'utiliser tout ce qui avait été accumulé pendant la guerre. Vous savez, le projet Énigme avec Manhattan, le projet Radar, c'était bien ce qui faisait gagner la guerre. Et donc, voilà, le projet Énigme consistait à traduire les communiqués des nazis d'une façon explicite et transparente. Et voilà, il s'agissait d'utiliser, le fait d'utiliser une machine pour traduire, c'était quelque chose. Mais il y avait une illusion de pouvoir utiliser les machines pour traduire. Et regardez ce que Georges disait. Au laboratoire, tout le monde était persuadé
sont irrésistibles, qu'avec les nouvelles connaissances sururbaniques et des techniques récentes de la théorie de l'information, on était bien arrivé à la dernière étape d'une compréhension complète de la complexité de la communication animale de la machine. Années 50, compréhension complète animal-machine. Donc l'homme a disparu. Voilà, animal-machine. L'homme a disparu. Nous sommes soit l'un, soit l'autre, vraisemblablement des niveaux. Mais l'homme a disparu, donc il y a de deuxième confiance. D'abord, d'avoir tout compris. Deuxièmement, en réalité, n'est pas lié à l'homme en tant que tel, mais un organisme ou un être organique ou pas organique. Étant donné que, voilà, on ne peut pas dire qu'on a tué l'ours sans l'avoir tué. Hein, la physique l'a déjà fait dans les années, au 19e siècle. Bon, il faut tout simplement changer quelques éléments dans les lois de Newton et nous avons découvert quelque chose de nouveau. Or, ce que je voudrais dire, c'est autre chose. Hein, je dis un critère, un principe élémentaire. Quand on a éliminé l'impossible, ce qui reste, même s'il est improbable, doit être la vérité. C'est l'un des contes de Sherlock Holmes. Noam Chomsky a compris ce résidu de l'impossible qu'il a utilisé pour construire une hypothèse alternative. Il a pris la complexité des langues, on l'a vu, l'invariance, c'est-à-dire que la structure que je vous ai montrée avant, la phrase qu'on avoue est incorrecte dans toutes les langues, même en chinois. Et troisième, les enfants, même si on pense que quelques langues sont plus difficiles que d'autres, tous les enfants ont besoin du même temps, de la même période de temps pour apprendre ces phrases. Noam Chomsky l'a dit ici au meeting d'une façon beaucoup plus sophistiquée, mais il a dit que le fait que tous les enfants normaux apprennent des grammaires qu'on peut comparer de grande complexité et avec rapidité nous suggère que les êtres humains sont de quelque sorte projetés, planifiés de façon spéciale avec une capacité de nature mystérieuse. Enfant, projeté et le mystère. On introduit dans la science 3 éléments inattendus. Les enfants, donc même pas un homme, une structure moins complexe si l'on veut, un projet, il est laïque, donc il parle d'un projet biologique, et après le mystère. Si on a le courage d'introduire le mystère dans la science, on fait comprendre qu'on a compris. Cette situation ne peut pas poser la question des questions par rapport à la syntaxe, c'est-à-dire où sont les frontières, les limites de Babel. Les langues impossibles sont-elles pour la convention ou par hasard, ou ils sont les résultats d'un projet génétiquement déterminé? Jusqu'à quelques années, il y a quelques années, c'était une question intéressante, mais à laquelle on ne peut pas répondre. Dans mon domaine, il n'existe pas de réponses complètes, mais on peut arriver à des réponses qui excluent d'autres possibilités ou qui sont au moins intéressantes. Mais notre époque est une époque, pour quelque sorte, merveilleuse. Du point de vue éthique, il y a d'autres problèmes, mais du point de vue scientifique, c'est la première fois qu'on peut voir la Terre de la Lune. C'était quelque chose qu'on avait seulement hypothisé dans le roman grec. On vit la première fois, on a la possibilité de voir un cerveau sans ouvrir la tête. C'est-à-dire qu'on peut arriver à la compréhension du cerveau au-delà de la pathologie. Il y a un cerveau d'un garçon français qui avait arrêté de parler. Il avait encore la capacité de geste, mais il pouvait seulement parler avec un mot, tan. Il s'appelait Tantan. Et il avait un problème à une zone du cerveau qui s'appelle zone de Broca, qui est l'un des éléments qui joue un rôle très important dans la compréhension du langage. Maintenant, nous
devons pas seulement attendre une pathologie. On peut sonder et analyser l'activité du cerveau des individus sains à travers la consommation d'énergie associée au flux du sang. C'est-à-dire d'avoir des indications sur le métabolisme du cerveau pour l'étudier. On le fait par exemple avec des analyses de résonance magnétique. Je veux parler aujourd'hui de la relation entre les langues impossibles et le cerveau. L'expérience que je vais vous décrire, c'est une expérience auquel j'ai participé avec des chercheurs de l'Université de Hambourg et de Jena, entre autres Maria-Cristina Russo. L'expérience est le suivant. On a pris un groupe de parlants et sans les informer de ceux que guidait notre expérience, on leur a dit: on va vous apprendre l'italien et le japonais. Ils étaient allemands, ils parlaient allemand. On ne leur a pas dit qu'il y avait des règles impossibles entre les règles qu'on allait leur apprendre. On leur a appris cette langue et après on a vérifié leur apprentissage. On a fait une sorte de classement de maîtrise et au fur et à mesure que les cours se suivaient, les étudiants étaient toujours meilleurs. On a après comparé leur maîtrise avec le flux du sang dans la zone du cerveau de l'aire de Broca. Quand ils sont face à des règles impossibles, le sang circule plus vite dans l'arrêt de Brocard. Avec des règles impossibles, c'est vice-versa. Le cerveau reconnaît que c'est des règles à l'intérieur des confins, des limites des Babel. Donc, elle laisse de côté ces règles et elle empêche à l'aire de Broca d'utiliser de l'énergie. Donc, les limites de Babel, les frontières des Babel sont l'expression de notre chair. L'absence de certains types de règles dans les lignes du monde ne peut pas être un fait totalement conventionnel, culturel ou arbitraire, parce qu'il est lié à l'activation de réseaux différents dans le cerveau que ne peut pas être modifié par les conventions. On ne peut pas choisir le matin, je vais utiliser le côté gauche de mon cerveau ou le droite. Normalement, on l'utilise tout pour raisonner. Et on ne peut pas le désactiver progressivement. Mais ce qui est intéressant de la recherche scientifique ne réside pas dans les réponses, mais dans des nouvelles questions. J'espère que cette question sera nouvelle pour vous comme c'était pour moi. Au début de mon travail, elle n'aurait pas eu de sens. Pourquoi la syntaxe existe-t-elle? Pourquoi? Vous allez voir que cela est lié à notre héritage. Je veux que vous réfléchissiez un peu sur l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que cela signifie de voir l'arc-en-ciel? L'œil humain est sensible non pas à toute la gamme des ondes électromagnétiques, mais seulement à celle qui est liée aux couleurs. Nous nous regardons maintenant. Moi, je regarde vous, vous regardez moi. Nous voyons les couleurs. Si je peux me lever, je peux tourner autour de la table sans m'écraser au mur, descendre, parce que je filtre entre tous les ondes ceux des objets. Mais nous savons que en ce moment, il y a toutes les chaînes Mediaset, les chaînes RAI, toutes les radios privées et publiques. Nous sommes dans une sorte de vagues électromagnétiques. Mais on ne les voit pas. Parce qu'autrement, ça pourrait être comparé comme à une situation quand on allume la télé et on ne voit rien. Et il y a seulement du bruit. C'est pour cette raison que quand on veut faire taire quelqu'un, on lui fait chut et non bouh, parce qu'on doit couvrir tous les autres bruits. Mais donc c'est très intéressant que peut-être la raison du fait que le cerveau est sensible seulement à quelques grammaires pourrait être comparée à la raison
pour lesquels l'IE ne voit pas tous les ondes électromagnétiques parce que trop de choses confondent. Ça ne veut pas dire qu'un double message, c'est toujours plus clair. Comme par exemple dans cette diapo, vous comprenez que ça génère seulement de la confusion. Cette théorie amène une implication très intéressante. On n'est pas programmé pour une langue particulière. Si un enfant naît d'un couple italien, si elle est élevée par un couple, je ne sais pas, à Tokyo ou à Bergame ou à Tokyo, s'il est élevé à Tokyo, il apprendra le japonais. Donc, ça veut dire que dans nous-mêmes, il y aura toutes les grammaires. Et donc, on a une grande abondance, une grande quantité de règles dans nous-mêmes. Nous sommes ouverts à toutes les règles de toutes langues. C'est ce qu'on a étudié dans cet article avec Chomsky et Ian Tattersall, qui est venu aussi au meeting il y a quelques années. Donc, la question qu'on peut nous poser maintenant est qu'est-ce qui nous attend? Quelle est la recherche de l'avenir? L'avenir de la neurolinguistique doit passer à l'identification de aires jusqu'au code de neurones. Qu'est-ce que les neurones se disent quand ils communiquent? Cela est un petit schéma qui vous montre la transmission linguistique. J'arrive jusqu'à vos oreilles, moi j'arrive jusqu'à vos oreilles grâce à l'air. De vos oreilles ou votre cerveau, il n'y a plus d'air, il y a des signaux électriques. Comment ils sont construits? On est loin de les comprendre totalement, mais on peut comprendre quelque chose. On a mené une autre expérience avec deux autres chercheurs. On a cherché de comprendre qu'est-ce que se passe si je parle sans parler. C'est-à-dire si je pense quelque chose, je ferme mes yeux et je pense à des mots. Et je les pense avec leur son. On a utilisé une technique qui s'appelle chirurgie pour les patients en état de veille. C'est des patients qui subissent une thérapie, un traitement. Et on essaye de ne pas couper des voies importantes du point de vue neurologique. On a compris que même sans de son, les ondes électriques du cerveau reproduisent les ondes acoustiques. C'est-à-dire que dans cet article qui a été publié il y a 2 ans, nous pourrions comprendre ce qu'une personne pense si on a accès aux ondes électriques de son cerveau sans que cette personne parle. C'est-à-dire, bien sûr, l'impact éthique est très important parce qu'on peut aider des personnes qui ont des problèmes de mots, de la parole, mais on pourrait aussi lire l'esprit et les pensées des personnes. Je ne voudrais pas que nous sommes presque arrivés à comprendre le langage totalement. Ce n'est pas vrai. Tout d'abord parce que chacun de nous fait l'expérience de la liberté dans la parole. Cette créativité ne peut pas être expliquée avec des modèles mathématiques. Il va au-delà de notre compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions d'environnement pour laquelle je ne peux pas décider de prononcer un mot, n'importe quel mot. Par exemple, gorgonzola, synchrotron, fromage. Cela ne peut pas être reconduit à de faits physiques. Je peux choisir ce que je veux dire. Donc, nous nous trouvons face à cette réalité qui a été que j'ai aperçue dans ce tableau. Un peintre, ce tableau se trouve aux Uffizi, à Florence. On ne le voit pas trop, le tableau est obscur. Il y a le peintre qui se voit dans un miroir et il fait un autre portrait sur une toile. Ma sensation est un peu que notre recherche est arrivée ici. On sait ce qui se passe dehors, on peut faire une représentation interne, mais on n'est pas arrivé au visage créateur et ce n'est pas dit qu'il va se tourner pour se montrer. Je ne savais pas si utiliser cette diapo
finale et cette citation, mais j'ai décidé de le faire. Je voudrais terminer avec ce rappel. Ça pourrait être un rappel littéraire, pour d'autres, un rappel de la culture juive et donc chrétienne. Il s'agit d'un des premiers vers de la Genèse. Alors le Seigneur Dieu crée du sol toutes sortes d'animaux selvatiques et tous les oiseaux du ciel et les mena aux hommes pour voir comment il les aurait appelés. Quel que soit le nom que l'on aurait choisi pour les êtres vivants, cela aurait dû être son nom. On sait, quand on est des enfants, qu'on a été créés à l'image de Dieu. On se regarde au miroir et on dit on est moche, on n'a pas de poils, on n'est pas comme des oiseaux. Mais et pourtant, on est fait à l'image de Dieu. Peut-être dans la création, mais on ne peut pas créer de la vie. On peut créer les noms à donner aux objets du monde. Alors Dieu s'arrête et nous laisse donner le nom aux choses. Vous savez que le cœur doux signifie un cœur qui écoute. Je pense que l'héritage le plus grand que nous avons est que nous avons un cœur doux, le cœur doux de Dieu. Grazie Andrea. Merci Andrea. Maintenant, on laisse la parole à Giorgio Vallortigara. Grazie Marco, grazie Andrea per questo. Merci Marco pour ton intervention, très belle. Bon, je n'ai presque rien à ajouter par rapport à ce qu'Andrea a dit jusqu'à maintenant. Bon, c'est sûr et certain pour nous tous du domaine. Que les systèmes biologiques sont fiables que les machines. On peut voir à l'écran. Great. Che devono dire great? Passiamo al linguaggio, parla bello. Sono davvero. Merci, nous sommes honorés d'être ici. Alors, André a très bien expliqué le fait que les êtres humains ont une caractéristique que nous appelons espèce spécifique, notamment le langage. Il a dit également qu'il y a eu des tentatives qui ont été faites pour voir si d'autres espèces sont en mesure d'apprendre, notamment par des canaux différents, comme par exemple le langage des gestes des surmuets, ou alors apprendre une quelque forme, soi-disant, de syntaxe. Et les résultats de ces expériences sont des négatifs. Alors, juste pour être voilà, juste, je pense qu'il faudrait ici dire qu'il y a une certaine variabilité biologique entre les êtres humains et que les individus de notre espèce ont des capacités syntaxiques plus sophistiquées que d'autres, comme par exemple les chanteuses pop. Hein. Voilà Britney Spears. Je m'excuse parce que je sais que l'exemple est un peu ancien. Vous ne savez même pas ce que c'est peut-être. Mais bon, il est difficile de soutenir que son syntaxe est plus compliquée de Niemczynski. In realtà Andrea vi saprebbe. En
réalité, Andrea vous est capable d'expliquer que, bon, depuis de tout, c'est de la syntaxe. Mais bon, c'est pas de ça que je voudrais vous parler. Il n'y a rien à redire, rien à contester. Mais trois choses je voudrais vous les dire. Tout d'abord, que, bon, je suis certaine de la première. Les deux autres, bon, c'est plutôt des spéculations. Mais bon, prenez ça avec du recul. Peut-être que je tords, qui sait. Alors, sur la première chose, je vous disais, je pense être bien documenté, notamment le fait que les animaux, les autres animaux, parce que nous aussi, nous sommes des animaux, sont capables de penser, même s'ils ne sont pas capables de langage. Il y a pas mal de documentation et de preuves de cela. Moi, je n'ai pas la prétention de vous raconter de quelque chose de systématique, mais voilà, quelques exemples pour nous comprendre. Par exemple, voilà, ces petits oiseaux sont tellement connus que ont eu l'honneur d'être au cœur d'un timbre. Donc voilà, ce sont les corbeaux de la Nouvelle-Calédonie qui construisent de nouveaux instruments, hein, alors qu'ils sont les champions de nouveaux instruments. Nous sommes les meilleurs, mais nous ne sommes pas les seuls, nous les hommes. Parce que ces corbeaux-là sont capables de voilà, construire comme des flèches avec lesquelles elles vont capturer les insectes dans les petites fissures des troncs des arbres. Ou alors elles construisent aussi des petits crochets. Faire des crochets, c'est pas chose facile. Hein, c'est quelque chose qui est apparu dans l'histoire, dans le paléolithique supérieur. Et certains de ces animaux ont été conduits au laboratoire. Mon collègue à Oxford le fait. Vous voyez, hein, ce vidéo est très connu. Peut-être que vous l'avez vu sur YouTube. Betty, allez, voilà. Il a un problème. Il y a là, il y a de très bonnes choses là-dedans, mais il n'a qu'un petit fer tout droit. Hein? Alors voilà, il commence à travailler pour arracher ce qu'il y a de bon dans ce container. Alors il va construire comme ça sur le champ un petit crochet et il va l'utiliser pour sortir donc les bonnes choses ce vase, petit vase. Voilà, et elle a résolu son problème. Alors, un problème. Oui, je pense qu'il mérite un applaudissement, ce petit corbeau-là. Un problème que ces genres de capacités présentent, c'est que, encore une fois, comme on le dit en biologie, ce sont des spécialisations d'adaptation, c'est-à-dire que les animaux sont préposés à le faire, mais dans un contexte bien spécifique. Ces animaux font des instruments, oui, mais c'est pas qu'ils soient talentueux dans d'autres domaines de l'expérience. Et cela vaut pour d'autres capacités spécialisées. Voilà, la langue, le langage des abeilles. Vous savez, la danse des abeilles sophistiquée de par elle-même et présente des éléments du langage, comme par exemple le fait d'utiliser des symboles, entre autres. Mais vous ne parlez que d'une chose, de la nourriture, de la distance où la nourriture se trouve et très peu de choses encore. Nous pouvons parler davantage. Or, ce qui caractérise la pensée humaine, c'est sa capacité d'utiliser de façon nouvelle, de façon créative et originale, les objets, les instruments déjà existants. Or, cela, comme vous pouvez l'imaginer, est difficile à documenter dans des conditions de laboratoire avec les animaux. Mais dans certaines circonstances, cela a été possible par accident, hein, pas par hasard quelque part. Or, ici, vous voyez un exemple. Alors, voilà une tâche analogue à celle qui avait été proposée à Betty. Mais voilà, il n'y a pas d'instrument à sa disposition pour le résoudre. Allora, c'è un orango. Voilà, il y a un orange. Vous voyez qu'il y a une petite noisette dans un petit tube. L'adulte comprend immédiatement qu'il n'y arrivera jamais avec ses doigts. Voilà, ils font des tentatives, mais voilà le grand qui a eu une excellente idée. Donc, il retourne à l'abreuvoir, il va se remplir la bouche d'eau et répète l'opération. Et de la sorte, voilà. Voilà, c'est de la création, de la créativité, pardon, de la créativité, c'est ce qui est très intéressant dans l'histoire. Et dans un laboratoire, je ne sais pas, il semble-t-il, a résolu le problème, même sans eau. Donc, il n'y avait même pas à l'abreuvoir.
Imaginez comment il l'a fait. J'imagine que vous avez des idées, n'est-ce pas? Cette petite anecdote de laboratoire a de toute façon ouvert à la possibilité, dans une espèce d'animal complètement différente, d'étudier de façon contrôlée ces phénomènes en exploitant une vieille histoire que vous pouvez, j'imagine, vous connaissez notamment la fable d'Ésope. Alors voilà, à ces animaux, corbeaux, on propose une version du problème que je viens de vous montrer, notamment, voilà, celle que vous voyez. Il y a un petit tube, il y a du liquide, notamment de l'eau à l'intérieur, et vous voyez que la larve est là, mais le corbeau n'arrive pas à l'attraper. Il y a la possibilité d'exploiter de façon intuitive le principe d'Archimède et de soulever le niveau de liquide pour y arriver. Et en effet, ils y arrivent. Voilà un exemple. En nature, ces corbeaux n'utilisent pas d'instruments. Ils ne sont pas des constructeurs et des utilisateurs d'instruments. Voilà le problème. Le petit tube est transparent. La larve est là, qui flotte. L'animal s'approche prudemment et se rend compte rapidement que, voilà, il n'y arrivera pas. Avec son bec, il n'y arrivera pas. Alors, on va lui donner un petit coup de main. Quelques petits cailloux. Vous voyez que l'animal n'a pas été très entraîné pour cela faire. Donc voilà, tout cela est spontané. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas appris. Il doit avoir appris dans un contexte naturel certaines caractéristiques et propriétés des objets et des liquides. Mais il les exploite spontanément. Et il résout leurs problèmes. Mais cela ne suffit pas, le niveau doit encore s'élever davantage. Et voilà. Alors, combien les corbeaux comprennent de ce qu'ils font? Combien ils saisissent en termes de, voilà, principe cause à effet? Ils comprennent pas mal, parce que par exemple, si vous lui demandez de choisir entre un liquide et un tube avec du talc, par exemple, il n'essaye même pas de jeter les cailloux, parce qu'il sait que ça ne marchera pas. Si vous utilisez des cailloux de différentes dimensions, ils chercheront à utiliser les plus grands, à condition qu'ils soient compatibles avec l'ouverture, donc par exemple du verre en ce moment, du tube. Si vous leur donnez des objets qui ont la même apparence, mais les uns flottent et les autres pas, ceux qui ne flottent pas, ils vont les jeter, ils vont les refuser, ils les lisent uniquement une fois et pas une deuxième. Donc il y a une compréhension intuitive et implicite du fait de certains aspects de ce que nous appelons physique intuitive, donc genre de connaissances que nous avons tous du monde sans même avoir suivi des cours formels, institutionnels à l'école. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu du fait que les animaux sont capables de penser. Mais alors de là la question, et la question est la suivante. Qu'est-ce que le langage donne de plus? Ou alors de quelle façon contribue-t-il, s'il contribue au processus de pensée, au mécanisme de la pensée? Et alors, voilà, voyons par exemple la question dans une direction qui généralement n'est pas considérée, c'est-à-dire qu'est-ce que le cas échéant, le langage peut nous enlever, pourrait nous enlever. Voilà un petit peu une spéculation quelque part, si vous me le permettez. Mais voilà, vous voyez, cet animal, c'est connu. C'est un jeune chimpanzé qui a été formé, qui a été entraîné dans un laboratoire d'un collègue qui est d'ailleurs un très cher ami, Samatsu Sawa, qui a appris à pousser sur un écran touch toute une série de numéros arables pour avoir du jus d'orange, du jus de fruits comme prix. Vous voyez comment il est désinvolte, hein? Très rapide, très sûr de soi, rapide, voilà. Ça n'a rien à voir en soi avec les mathématiques et les numéros, hein?
Ce sont des symboles arbitraires. Ce qu'il a appris, c'est tout simplement de pousser d'après une certaine séquence, ce qui est surprenant de par soi-même. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est une variante de ce tâche que moi je trouve vraiment magnifique, que cela n'a rien à voir avec les chiffres, mais des considérations de l'espace. Et vous verrez que c'est la même tâche, mais lorsque l'animal pousse le premier numéro, les autres seront couverts par un petit masque. Et la tâche de l'animal reviendra à se rappeler où le 2 se trouvait, le 3 se trouvait, et ainsi de suite. Voilà. Vous pouvez le faire vous-même, hein? Essayez de le faire à vous de chez vous. C'est difficile, hein? Très difficile. Maintenant, je vous montre la performance de l'assistante du laboratoire, c'est-à-dire d'un être humain qui n'a pas été choisi. Non, c'est intelligent, hein, c'est une scientifique. Bref, avec 5 chiffres, et je ne dis pas 9, elle fait plein d'erreurs. Mais ce qui est surprenant, c'est la façon où le jeune chimpanzé résout ce type de problème. Ce qui semble suggérer que lui, il voit littéralement ce qu'il y a derrière les petits masques. Et regardez cette situation. Celle-là aussi, c'est un laboratoire. Pendant l'entraînement, à certains moments, l'attention de l'animal est distraite. Et lui, pendant pas mal de secondes, regarde autre chose. Après, il revient à la tâche. Il doit quand même la refaire. Vous voyez ce qui se passe? Voilà, il est distrait et la mémoire à court terme, là, elle est vraiment mis à dure épreuve. Il réessaye et c'est comme si lui, voilà, si l'image voilà, ces images étaient bien imprimées dans son esprit, ce qui est intéressant parce qu'il y a, voilà, il y a deux exemples de capacités similaires qui, quelque part, sont connus et documentés. Quelque chose que vous connaissez très bien, les géniteurs, les parents, les grands-parents. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Memory avec vos enfants. Vous connaissez ce jeu. Il y a un jeu où il y a des cartes. À l'inverse, vous découvrez une, il y a l'ours, et vous devrez trouver l'autre où il y a aussi un ours. Et puis vous devez savoir où les ours se trouvent. Les enfants, les tout petits enfants sont extrêmement doués dans ce genre de jeux visuels et spatial. Les psychologues savent que jusqu'à un certain âge, les enfants les plus petits semblent posséder ce qu'on appelle mémoire idétique. Notamment, ils ont la capacité de rappeler d'une façon littérale une scène visuelle. Vous leur montrez une scène pour un laps de temps très limité, puis vous la couvrez, et vous lui dites où est-ce que la tasse se trouvait, où est-ce que la petite cuillère se trouvait, etc. Et vous verrez que l'enfant le sait très très bien, très précisément, comme s'il la voyait, comme s'il l'avait vraiment encore devant les yeux. Et cette capacité disparaît progressivement avec l'âge, avec le développement d'autres fonctions et d'autres capacités. Et encore un dernier exemple qui est aussi très connu. Alors voilà, il y a des personnes qui ont des pathologies très graves, comme par exemple des formes d'autisme très graves. Un cas d'ailleurs, celui-ci qui est très étudié, il y a 3 ans. C'est ces dessins-là, vous voyez, regardez, on dirait des dessins de Leonardo da Vinci, hein, avec voilà, un niveau de détail sophistiqué incroyable. Ses parents n'étaient pas des artistes, elle n'avait pas été entraînée, rien du tout, elle n'avait pas reçu d'instruction formelle dans la technique des arts graphiques. Et donc, elle faisait quelque chose vraiment de compliqué. Regardez ça, comparé avec ces images, les images typiques d'enfants de son âge, donc de 3 ans. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'avec avec l'âge et avec les thérapies, bon, pas vraiment une thérapie, mais la tentative de récupérer quelques fonctions, ce qu'on a vu, très curieux, c'est qu'à 3 ans, cet enfant
qui avait un niveau d'intelligence et linguistique très, très élevé. Vers 8 ans, elle pouvait s'exprimer, elle pouvait parler. Ce n'était pas tout à fait normal, mais elle pouvait s'exprimer, avoir un langage assez sophistiqué. Et à ce moment-là, donc, et je dis à ce moment-là, ce dessin était revenu à être typique d'un enfant de son âge. Donc, il n'avait plus rien de sophistiqué, rien de spécial. Mon suspect est le suivant, alors, que dans la répartition des ressources dans le système nerveux de notre cerveau, nous avons affaire avec ce qu'on appelle dans les mathématiques où la somme est toujours zéro, c'est-à-dire que si vous ajoutez quelque chose de nouveau, alors ça va, et cela va prendre de l'espace et cela va prendre de l'espace à quelque chose d'autre. Voilà une hypothèse. Le développement de capacités liées à la pensée symbolique, le langage, etc., nous est soustrait des capacités que nous avons potentiellement, que nous pouvons observer dans certaines conditions. Comme par exemple, nous pouvons les observer dans les autres animaux parce que le langage, eux, n'ont pas de langage. Dans les petits-enfants, parce que chez eux, le langage, quelque part, est encore en formation et peut-être encore dans certaines pathologies parce que dans ce cas-là, alors le langage ne s'est pas développé ou ne pourra pas se développer à cause de la pathologie existante. Le troisième point est le plus intéressant et compliqué. Qu'est-ce que sont les avantages du langage à nos processus de pensée, à tout ce que nous pensons pour résoudre des problèmes, comme ce qu'on a proposé au corbeau, et à tous les problèmes qu'on cherche à résoudre dans notre vie quotidienne? Pour répondre à cette question, je vous propose un test d'intelligence que vous voyez à l'écran. Il est un test qui peut vous être proposé pendant des processus de sélection dans la procédure d'embauchement. Il y a deux couples. Donc, dans le premier couple, il y a un plus et un moins. Dans la deuxième, le plus est à droite. Donc, la question est, qu'est-ce que vous allez mettre plus et moins dans le tableau, dans le carreau final? Mes étudiants ont quelques difficultés. Je dois avouer que, franchement, ils ont quelques difficultés à résoudre ce problème. En réalité, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas une banale séquence de plus et de moins. C'est le fait de comprendre la relation qu'il y a entre tous les couples. Parce que les éléments que vous voyez dans le tableau final existent aussi. Si on le traduit en symbole, c'est plus simple. On les va appeler A, B, C, D, tous les différents éléments noirs. On dit seulement que le plus et les moins sont le 7 qui gagne sur l'autre dessin. L'autre dessin gagne sur ce petit signe noir. Donc le 7 gagne sur le petit signe noir. Vous avez compris? Il y a du silence glacial dans cette salle. Je vous propose quelque chose de plus simple. Aldo est plus haut que Bruno. Bruno est plus haut que Carlo. Donc, vous pouvez comprendre que Aldo est plus haut que Carlo. Très bien. C'est le même problème que je vous ai proposé avant, mais ici, c'est plus facile parce qu'il y a 3 éléments. Dans l'autre problème, il y en avait 5. Donc, cela s'appelle inférence transitive, ce que vous avez probablement étudié au lycée. Mais je dois malheureusement vous avouer que les poissons, les singes résoudent facilement le problème. Je dois leur apprendre avant les prémices. Je prends 5 stimulus, A, B, C, D, E, et je leur apprends les couples. Je leur dis, quand il y a un cercle et un carré, si tu tapes le cercle, tu as un prix. Dans les carreaux, tu prends rien. Ici, quand tu prends le carreau, tu auras le prix et non pas dans l'autre forme. Je ne le fais pas en ordre. Je fais un mélange de tous les couples, mais je veux que les animaux comprennent ce qui vaut le plus dans chaque couple. Au final, je lui montre la forme B et la forme D qu'il a déjà vue
individuellement, mais non pas dans, dans ce couple. Donc, une créature intelligente et rationnelle peut comprendre que vu que B gagne sur C et C gagne sur D, alors B gagne sur D. Et mes poussins cliquent D. Pour ceux qui sont plus sophistiqués, il faut se rappeler que le problème ne peut pas être résolu seulement avec des stimulus cumulatifs. Dans le premier couple, le B n'a pas été... avec le B, il n'a pas gagné un prix. Mais après, il n'a pas reçu un prix. Donc, à chaque fois qu'il a reçu un prix pour une lettre, il n'a gagné d'autres. Donc, ce n'est pas ça qui fait résoudre le problème. Donc, on a des questions. J'espère que vous comprenez encore un peu. À quoi sert au poussin de à utiliser cette capacité d'inférence cognitive? Et donc, si les poussins savent le faire, pourquoi nous avons besoin des symboles pour résoudre ces problèmes? La réponse à la première question est simple. Certainement, l'inférence transitive sert aux animaux dans les contextes sociaux, c'est-à-dire pour résoudre des problèmes d'inférence dans les relations avec leurs similaires. Il y a un individu entre les poussins, il y a l'individu alpha et après tous les autres. Il y a une hiérarchie. Si vous mettez un animal nouveau, il y a un grand bazar et après ils comprennent la hiérarchie à nouveau. La première façon pour faire comprendre, pour établir la hiérarchie, chaque animal combat, fait une lutte avec l'autre animal et voit si elle est plus forte ou pas. Ou une autre méthode est l'observation des comportements des autres animaux. J'observe une lutte entre deux autres animaux. Je n'ai plus besoin de combattre avec le nouveau animal. Si je vois que elle est plus forte qu'un autre animal qui est déjà plus forte que moi, je ne vais pas lutter contre elle. Donc les animaux sont capables de comprendre ce type d'information. Mais nous, quelle est la différence de pouvoir écrire et résoudre ce problème de façon symbolique? Un chercheur allemand a cherché à mener une expérience qui n'est pas trop connue, je voudrais répéter moi-même, c'est-à-dire la répétition de cet expériment que vous avez vu avec le pigeon et tout, avec des étudiants universitaires. Dans une variation de jeu vidéo, il y a deux portes, il y a toujours les mêmes symboles. Les étudiants, les étudiants, apprennent à résoudre le problème. Le prix, c'est des crédits universitaires, des examens. C'est facile. Les étudiants, ils apprennent parce qu'ils comprennent qu'il y a un côté bon et un côté mauvais. À un moment donné, vous allez voir des couples que vous n'avez jamais vus. Vous avez vu individuellement. Mais entre ceux qui résolvent les problèmes, il y a ceux qui sont explicites, des étudiants qui résolvent les problèmes et ils savent expliquer comment et pourquoi ils l'ont compris. Ils disent il y a une hiérarchie, donc A gagne sur B, B gagne sur C, etc., etc. Ils ont tout compris. Et après, il y a ceux qui ont reçu le problème implicitement. Quand on lui demande comment ils ont fait, il a dit « Moi, je ne sais pas, j'ai deviné ». Parfois, il y avait des couples bizarres et j'ai décidé au hasard. Mais en termes de rapidité des réponses, nombre de fautes et nombre de réponses correctes,
ils ont le même résultat de ceux qui peuvent expliquer leur raisonnement. Donc, cela peut être comparé aux animaux. Les animaux disent qu'il n'y a pas besoin de langage, des symboles. Il y a des neurones dans notre cerveau qui nous suggèrent le résultat exact, correct. Et il n'est pas nécessaire d'être conscient. Et ceux qui peuvent l'expliquer, quel est l'avantage qu'ils ont? Mon idée est que la différence, fondamentalement, est une différence sociale. Si tu es un poulet et tu te trouves face à un problème d'inférence transitive, tu as besoin d'une règle, même implicite, qui te donne comme output le résultat. Donc, je vais ou je ne vais pas lutter avec cet autre poulet. Mais si nous vivons dans une société complexe comme la société humaine, l'histoire doit être différente, comme cela a été pour les hommes de la préhistoire. Si dans notre tribu, on voit arriver un homme nouveau et on voit qu'il tape le chef de la tribu, si tu as les langages, tu dis à ton cousin, bah, attention, ne va pas lutter contre ce nouveau arrivé parce qu'il est très fort. Donc, tu lui présentes explicitement les fruits de ta pensée. Cela n'est pas un avantage de ton cerveau, le fait de pouvoir faire des interférences, des déductions, mais l'on peut communiquer aux autres ce que l'on sait et ce que l'on a compris à travers nos pensées. Cela est la différence fondamentale entre nous et les autres animaux. Je me demande souvent, et les gens me demandent souvent, qu'est-ce qu'il y a de différent entre le cerveau de l'homme par rapport au cerveau des autres animaux. Je crois que, mis à part les capacités syntaxiques, je crois que la mécanique, c'est-à-dire les calculations sur lesquelles sont basés les processus de notre pensée, l'inférence, le calcul, etc., tous les mécanismes sont partagés entre tous les animaux, le vertébré au moins. Mais tout ce qui est différent dans l'espèce humaine est ce qu'il y a dehors de notre cerveau, c'est-à-dire tout ce que le langage nous permet de faire. Comme le titre du meeting le dit, l'héritage que nos pères nous ont laissé, c'est-à-dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui est plus intelligent d'un enfant d'il y a 100 ans ou d'il y a 10 ans. Non pas parce que son cerveau soit différent, mais parce que la connaissance qui est au dehors, dans les livres, dans les écoles, dans les objets, dans les bibliothèques, dans ce que nous faisons ici maintenant, cela, c'est la différence. Merci pour votre attention. Beh, verrebbe voglia On aurait envie de rester ici pour continuer à dialoguer. Cela sera possible à l'espace Watt si vous êtes intéressé. Le temps de presse, donc nous devons terminer. Mais j'étais touchée par ce parcours qui est retourné au point de départ de Andrea grâce au mot final de Giorgio. Ce langage qui nous rend unique dans la nature est quelque chose que nous avons hérité et que nous continuons à hériter. Et j'ai compris dans deux différentes façons. D'un côté, une graine initiale. Déjà, dans la créature humaine, en tant que telle, dans sa structure corporelle et cérébrale, il existe des présupposés avec des limites, avec les limites de Babel que Andrea a décrit. Tout cela se
advient dans une relation, dans un contexte, la relation humaine, que nous héritions, non pas dans l'évolution du genre humain, mais que nous héritons de père et mère, du contexte social, des relations humaines. Tout cela est ce que, en fin de compte, nous permet l'expérience d'exprimer nous-mêmes, d'exprimer quelque chose d'imprévisible, d'unique, que l'on ne peut pas répéter. Et cela nous provoque des vertiges parce que nous sommes dans cette nature, dans ce contexte naturel. Nous avons des limites comme toutes les créatures, mais nous avons un point où nous arrivons à dire « moi ». Donc, je remercie beaucoup nos invités, Andrea et Giorgio. La beauté des rencontres comme celui-ci nous fait rappeler que tout cela est possible. Il est possible de nous faire éduquer de conférences comme celle-ci parce qu'il existe un lieu comme les meetings où nous pouvons, avec liberté, observer de plus près ces domaines, comprendre en profondeur, et cela nous concerne tous. Donc, il est possible, comme vous le savez, de contribuer à la construction du meeting à travers des dons. Vous pouvez trouver dans différents pavillons des petits kiosques qui récitent donner maintenant. Donc, tenez ça en considération. Prenez ça en considération. Merci.